Sud Radio, le grand matin été, 7h-10h. Philippe David, Judith Belair. C'est le grand matin été de Sud Radio, vous l'aurez compris. Et l'interview politique de ce matin, c'est avec Benjamin Haddad, député de Paris et porte-parole du groupe Renaissance. Bonjour. Bonjour Benjamin Haddad. Vous avez regardé évidemment l'interview présidentielle d'hier. Est-ce que vous diriez qu'il y a un Macron second quinquennat après un Macron premier quinquennat ? Alors, je dirais que le cap reste le même, qui est de continuer à réformer le pays, continuer à transformer le pays, atteindre l'objectif du plein emploi, construire la souveraineté européenne. On voit les axes qui ont toujours été au cœur de notre action et de notre mouvement politique. Mais bien sûr, il y aura une méthode différente, une méthode qui est imposée aussi par la configuration nouvelle de l'Assemblée nationale. Le président de la République a été réélu massivement par les Français. Ils ont placé notre mouvement en tête aux élections législatives, mais avec une majorité relative. Et donc effectivement, ça exige de nous des compromis, des négociations, de travailler avec les différents groupes d'opposition républicaine au Parlement. On y est prêt, et donc c'est ce qu'on verra dans cette méthode, effectivement, dans le second mandat. C'est quoi les groupes d'opposition républicaine au Parlement ? Alors, nous, on a dit qu'on voulait travailler à élargir et enrichir notre projet avec des partenaires qui peuvent être les Républicains, les socialistes, les écologistes, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent se reconnaître dans le socle de valeurs républicains qu'on partage, donc pas ni l'extrême gauche ni l'extrême droite. Mais vous mettez les Verts, par exemple, dont certains ont des positions plus ou moins extrêmes quand même sur le wokisme, etc. Là, ça pose pas de problème. Alors, moi, j'ai tendance à penser que quand on regarde la configuration de l'Assemblée nationale aujourd'hui, les Républicains, donc le parti de centre-droit, sont aujourd'hui la principale force d'opposition républicaine, et sur beaucoup de sujets, que ce soit de la sécurité, des mesures pour atteindre le plein emploi, la fiscalité, je crois qu'ils peuvent être un partenaire avec qui négocier. Mais sur la question de la transition énergétique et écologique, je pense que, ou du pouvoir d'achat, je crois que chacun devra prendre ses responsabilités, y compris les mouvements républicains issus de la gauche. Revenons sur l'interview du président de la République. Alors c'est une interview en forme d'avertissement, notamment sur les prochains mois, peut-être des pénuries d'énergie, coupure de gaz, la guerre en Ukraine. Il va falloir se serrer la ceinture, pas d'augmentation des salaires, réforme des retraites, de l'assurance chômage. Est-ce que c'était pas un peu une interview churchillienne, je vous promets du sang, de la sueur et des larmes? Il faut être honnête sur la situation internationale dans laquelle on se trouve. C'est vrai qu'on est dans un contexte exceptionnel de guerre en Europe depuis le début de l'agression russe contre l'Ukraine. On est dans une situation qu'on n'avait pas connue depuis des décennies, qui a effectivement un impact sur l'inflation. Tous les pays européens, les États-Unis d'ailleurs aussi, viennent d'annoncer une inflation record depuis des décennies. Nous avons réussi à protéger les Français, notamment de la hausse des prix de l'énergie. Donc on a l'inflation la plus faible de la zone euro. Mais c'est vrai qu'on est dans un contexte exceptionnel. Il faut le dire, qui met des contraintes budgétaires, qui exige aussi de faire des choix énergétiques. Ce qu'on voit aujourd'hui, le président de la République l'a rappelé, on est peut-être à la veille d'une coupure totale du gaz russe vers l'Europe, puisque la Russie utilise l'énergie non pas comme un bien qui s'échangerait sur un marché entre consommateurs et fournisseurs, mais comme une arme, comme un levier géopolitique pour mettre la pression, pour influencer nos démocraties. Donc ça exige des choix, effectivement, vers la sobriété énergétique, vers la transition écologique, vers le soutien au pouvoir d'achat des Français. Voilà, je pense que c'était important de rappeler ce contexte dans lequel, aujourd'hui, nous gouvernons, nous réformons, et qui, une fois de plus, appelle chacun à la responsabilité. Mais justement, parlons de l'énergie. Les propos du président de la République étaient quand même pour le moins inquiétants. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'on ne va pas subir de rationnement d'électricité et que tout le monde pourra se chauffer l'hiver prochain, en espérant que l'hiver ne soit pas trop rigoureux? Absolument. Alors regardez, déjà, le président l'a rappelé, il y a plusieurs piliers dans notre action. L'un des piliers, c'est d'abord protéger le pouvoir d'achat des Français, et notamment contre la hausse des prix de l'énergie. C'est ce qu'on a déjà commencé à faire depuis l'automne, puisque cette hausse des prix de l'énergie, elle a commencé avant le conflit en Ukraine, avec la reprise économique internationale rapide post-Covid. On continue à le faire en nationalisant EDF, ce qui permettra aussi d'ailleurs de renforcer les investissements dans le nucléaire, mais ça c'est un projet de moyen long terme. Et puis avec le stockage du gaz, qui était déjà une mesure qui avait été annoncée par la Première ministre il y a quelques semaines. Nous, on est dans une situation un peu plus favorable là-dessus que nos partenaires européens, à commencer par les Allemands, qui sont plus dépendants du gaz russe que nous le sommes, on le sait. 55%, ils le sont. Exactement. Donc nous, on a fait de meilleurs choix, je pense à la fois stratégiques et énergétiques, notamment le choix du nucléaire, mais on se donne comme objectif d'avoir 100% de stock de gaz arrivé à l'automne et à l'hiver. Toujours les énergies, là c'est pas le gaz, mais c'est le prix à la pompe. Il a confirmé, Emmanuel Macron, qu'il y aurait une aide, mais
c'est vraiment une usine à gaz parce qu'il y aura ceux qui auront des revenus. Enfin, ça va être hyper compliqué. Ce serait pas plus simple de baisser la TICPE, par exemple? Alors, ce sera de communiquer... La taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques. Alors, Bruno Le Maire l'a dit, les récipiendaires potentiels de cette aide recevront des SMS du ministère des Finances, seront informés et donc on fera en sorte effectivement qu'ils puissent aller chercher cette aide. Aujourd'hui, on a cette ristourne de 18 centimes à la pompe qu'on va confirmer dans le projet de loi pouvoir d'achat, mais effectivement après il faut qu'elle soit ciblée sur les ménages les plus pauvres et sur ceux notamment qui sont les gros rouleurs, c'est-à-dire ceux qui vont travailler en fait en prenant leur voiture, donc qui en ont vraiment besoin au quotidien pour leur situation, pour leur emploi. Donc ça c'est l'objectif effectivement arrivé en octobre. Mardi, à votre place, c'était quelqu'un que vous devez bien connaître, Olivier Dussopt, ministre du Travail. Il avait annoncé que les règles d'indemnisation du chômage issues de la dernière réforme allaient être prolongées. Emmanuel Macron a annoncé hier midi une nouvelle réforme. Que doit-on comprendre? Les règles d'indemnisation du chômage vont se durcir? Emmanuel Macron l'a dit, on est dans une logique de droit et devoir. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un modèle social redistributif, généreux, qu'il faut préserver, qu'il faut protéger, mais qu'il faut aussi réformer avec notamment cet objectif du plein emploi d'atteindre 5%. Aujourd'hui, on a le chômage le plus faible depuis 15 ans, on a le taux d'emploi le plus élevé depuis 25 ans, ça c'est très important aussi de le rappeler. Mais il faut continuer. Alors il faut continuer en réformant Pôle emploi pour mieux accompagner les demandeurs d'emploi et s'assurer effectivement que ceux qui reçoivent l'assurance chômage sont en recherche active d'emploi. Je crois que ce sera l'objectif de la réforme. Et puis après, se donner les moyens de les accompagner. Il a donné un certain nombre de pistes, que ce soit renforcer la formation professionnelle, pouvoir donner accès à ceux qui ont besoin d'un permis de conduire, etc. Donc il y a beaucoup de mesures. Ça passe pas uniquement par les subventions chômage. Mais justement, hier, il a dit, il m'est arrivé parfois de dire qu'il fallait traverser la rue pour trouver du travail. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Est-ce que réutiliser cette formule qui avait quand même pas fait le meilleur buzz qui existe, c'était pas un peu maladroit? Vous connaissez le président de la République, il assume ses propos et il part à l'offensive. Mais quand on regarde la réalité du marché du travail aujourd'hui, force est de constater qu'il a absolument raison. Aujourd'hui, on a un marché du travail où il y a beaucoup de commerces, d'entreprises qui cherchent à embaucher. Donc là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de mettre en lien les demandeurs d'emploi qui restent et les entreprises qui cherchent à embaucher. Ça passera par la formation, ça passera par la réforme aussi de l'assurance chômage, ça passera par des mesures pour faciliter effectivement l'accès à l'emploi, que ce soit dans la mobilité notamment. Voilà, c'est tout un arsenal, je dirais, de mesures qui visent à nous amener vers les 5% de chômage. Mais ceux qui ne travaillent pas, c'est pas des feignants qui profitent de la solidarité nationale quand même. Non, mais c'est pas du tout ce qu'on dit, parce que vous voyez bien par exemple qu'il s'agit de pouvoir accompagner sur la formation. C'est tout un arsenal assez large de mesures pour aujourd'hui mettre en relation les demandeurs d'emploi avec un marché du travail qui cherche à embaucher. Il veut faire la réforme dès cet été. Ça va pas être un peu compliqué de se mettre d'accord avec les partenaires sociaux en plein mois de juillet, mois d'août? De toute façon, effectivement, on va devoir faire de la concertation et négocier. Je crois qu'il va y avoir deux étapes majeures de la négociation. Il va y avoir l'étape avec les partenaires sociaux, et ça, le président a dit qu'il voulait mettre une nouvelle réforme au cœur de son action. Il a parlé du Conseil de refondation démocratique, c'est-à-dire faire en sorte d'élargir, je dirais, le spectre des partenaires pour faire une réforme, que ce soit les collectivités locales ou les syndicats, les entreprises. Et puis après, évidemment, il y aura l'Assemblée nationale. Et là, on rentre aussi dans un quinquennat dans lequel on va devoir négocier, trouver des compromis et trouver des partenaires à l'Assemblée. L'autre grande réforme, c'est celle des retraites. Alors les 65 ans, ce ne sera pas pour ce quinquennat, alors que c'était une promesse de campagne. La réforme sera prête pour l'été, mais 2023. Ouais. C'est sans compter sur l'opposition syndicale ou parlementaire. Est-ce que vous pensez pouvoir convaincre les Français? Tiens, il a remis un mot sur le devant de la table, Emmanuel Macron, le mot référendum. Est-ce qu'on pourrait imaginer un référendum sur la réforme des retraites? Au moins, s'il gagne, ça mettrait les syndicats et tout le monde d'accord. Alors pour l'instant, je ne pense pas que ce soit le plan, mais je pense aussi qu'il ne faut rien exclure. Le plus important, c'est de négocier et de faire de la concertation. Là, le cap est clair. Donc le président de la République a répété le cap hier. Aujourd'hui, on a un système de retraite qui est un système par répartition, qui est un système de solidarité où les travailleurs, les actifs, paient les retraites des retraités. Or, nous, on veut sauver ce modèle par répartition, mais on voit aujourd'hui qu'avec une démographie vieillissante, avec un rapport entre les actifs et les retraités qui s'amenuise, la réponse qui est celle qui a été adoptée par tous
nos partenaires européens, c'est évidemment de partir à la retraite plus tard et d'allonger la durée des cotisations. Mais après, dans la façon dont on le fait, dans le calendrier, dans la prise en compte de la pénibilité, des carrières longues, évidemment qu'il faudra négocier, faire de la concertation. On ne peut pas faire de la réforme brutale en l'imposant, puisqu'on voit bien en fait que sinon ces réformes ne se font pas. Donc, il faut réformer nos retraites pour pouvoir préserver notre système et augmenter les retraites à terme. Il faudra le faire dans la négociation. Et il l'a dit, on lissera l'âge de départ à la retraite dans le temps. Il avait parlé de mi-2030. Oui. Alors justement, c'est une réforme. Il n'y a que vous et les LR qui veulent la faire. Est-ce que c'est vraiment une réforme indispensable, surtout si on arrive au plein emploi? Qui dit plein emploi dit plus de cotisations et moins de problèmes de financement des retraites. Vous savez, moi je crois qu'on doit arrêter de repousser les décisions difficiles. Parce que si aujourd'hui, sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer, on a besoin de réformer et que ça peut créer des crispations, c'est aussi que pendant des décennies, on a repoussé ces problèmes à plus tard. Vous voyez, là, on dit effectivement qu'on se donne comme objectif mi-2030. On pourrait très bien dire, écoutez, on attend le suivant, finalement, c'est pas notre problème, on est là pour 5 ans. Non, c'est notre responsabilité aussi de préparer le pays pour les générations futures, de le faire sans augmenter les impôts, de le faire sans augmenter la dette. D'ailleurs, dette qu'il faudra réduire, c'est notre objectif et c'est les 2 lignes rouges aussi que nous nous sommes fixées dans notre action dans ce quinquennat. C'est la responsabilité du président de la République et de sa majorité. Alors justement, la comparaison, on était à Jupiter, on est passé à Vulcain. C'est toujours un dieu. Est-ce que ça dénote pas quand même un certain trait de personnalité? Je crois que c'était un trait d'humour surtout, donc il faut aussi le remettre dans le contexte. On le remet dans le contexte, c'est-à-dire là, c'est le dieu du feu, des forges, etc. Ça change. Alors Jupiter, c'était le dieu des dieux. Est-ce que Macron descend d'un cran entre Macron second quinquennat et Macron premier quinquennat? Écoutez, le dieu des forges, c'est celui qui va effectivement devoir construire, bâtir avec les Français, avec le Parlement, avec tous, évidemment la France de demain. On va passer de la rive droite, l'Élysée, à la rive gauche, l'Assemblée nationale où vous avez été élu. Premier texte en début de semaine sur le pass sanitaire qui a été rejeté. Emmanuel Macron a parlé de coup de chaud, vu la météo on ne peut pas le contredire, et d'alliance baroque. Ah bah, alliance baroque, bah oui, effectivement, puisque quand c'est on pas voit... la démocratie en fait, parce que les députés LFI et RN, ils ont été élus démocratiquement, comme vous, comme les députés LR, comme les députés sans étiquette. Hein. Vous avez raison, ils ont été élus démocratiquement et ça on le respecte. Et d'ailleurs vous constaterez qu'à l'Assemblée nationale, ils ont chacun des postes, qui la présidence de la commission de finances, qui 2 vice-présidences, et l'Assemblée fonctionne. En revanche, que ça ne nous empêche pas aussi de souligner effectivement des alliances baroques sur le plan idéologique, des convergences, des connivences, et puis des décisions irresponsables. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale il y a quelques nuits, on avait un texte sur le projet de loi sanitaire qui proposait quoi? Qui était très simple et très léger, parce qu'on met fin à l'état d'urgence, on met fin aux mesures de sortie d'état d'urgence, c'est-à-dire le pass sanitaire obligatoire, le masque obligatoire. Aujourd'hui, je crois qu'on attend surtout de la responsabilité de chacun face à l'épidémie. Donc, par exemple, de porter volontairement le masque dans les transports, c'est ce que je fais. Mais en revanche, on voulait quand même prolonger 2 dispositifs pour continuer de protéger les Français. Un, des dispositifs de collecte de données sur les tests, par exemple, liés à tous anti-Covid, et la possibilité pour le gouvernement d'instaurer un pass sanitaire aux frontières lors des déplacements et entre la France et les Outre-mer et la Corse. Je crois qu'on était dans la posture. Il y avait une volonté peut-être de faire tomber ce texte, en tout cas cet article sur le pass sanitaire à la frontière. On a vu ensemble l'extrême gauche, l'extrême droite, debout, se féliciter les uns les autres à l'Assemblée nationale. Donc effectivement, je crois que ça interroge notamment sur le comportement de l'extrême gauche qui aime bien donner des leçons de morale à tout le monde sur ce sujet, mais qui en revanche ne s'embarrasse pas ni de s'allier avec l'extrême droite sur des votes, ni d'ailleurs d'aller quémander les voix de l'extrême droite sur la motion de censure. Merci beaucoup Benjamin Haddad. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de Paris et porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Vous étiez le dernier invité politique de la saison, puisqu'à partir de lundi, Benjamin Glaise et Judith Belair feront le tour de France des nouveaux députés avec des interviews portraits. Alors que vous êtes un nouveau député, peut-être en ferez-vous partie. Peut-être qu'on va vous revoir bientôt. Avec plaisir. Après l'interview, le portrait, merci beaucoup à vous. Merci Bonnes Benjamin vacances. Haddad.